Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de la saison 3 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est un basketteur. Il s'agit de Kevin Corr. Salut Kevin, comment tu vas? Salut Lucien, ça va super et toi? Écoute, ça va super aussi. Et on va sans plus attendre commencer l'épisode, hein. Déjà, je vais te demander où et quand tu es né. Alors, je suis né au Mans un 24 mars 85, c'était un dimanche, dans une caserne militaire. Ah ouais? Ah bah explique-moi alors, comment ça se fait? Alors, mes parents étaient tous les deux militaires de profession et voilà, ils étaient en service au Mans à ce moment-là. La chose un peu drôle, c'est que je suis retourné faire mon centre de formation donc au Mans. Quand ils ont vu que il y avait ma date mon lieu de naissance, le Mans, ils ont tous dit ah c'est un Manceau, un retour aux sources quoi. Et je connaissais pas du tout le Mans puisque j'étais resté seulement quand j'étais enfant. Et voilà, c'était chouette de pouvoir retourner en Sarthe. D'accord, ok. Et alors justement, si je te dis le mot enfance, tu penses à quoi toi en premier? Est-ce qu'il y a des souvenirs tout de suite qui rejaillissent Ouais, les moments que je me rappelle et que j'ai beaucoup apprécié, c'est les vacances que je passais avec mes cousins, mes frères et sœurs en Bretagne, parce que mes grands-mères et mes grands-parents étaient tous les deux en Bretagne, enfin étaient les deux familles en Bretagne, et on passait chaque été un mois, on allait à la découverte de tout ce qu'il pouvait y avoir autour, quoi. Donc c'était un super moment, ouais. Et alors, on va parler un peu du sport. Toi, le sport étant jeune, tu as pratiqué à partir de quel âge? Quel sport? J'ai commencé à jouer au basket déjà quand j'avais 6 années à peu près. Et voilà, après j'ai gravi les échelons, j'étais souvent surclassé avec l'équipe au-dessus. Euh, et puis petit à petit, j'ai fait mes classes et je me rappelle un jour avoir fait un camp de détection, c'était le Nike Camp à l'époque à Paris, et où ça m'avait bien réussi, où j'avais très vite été détecté par les coachs qui m'avaient mis dans l'équipe All-Star. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, je pense que je peux faire quelque chose, quoi. Donc, j'ai commencé à chercher un centre de formation. Et voilà, ça m'a poussé à ce centre de formation du MSB. Et tes parents, ils ont eu un impact là-dedans? Est-ce qu'ils étaient dans le milieu du sport, du basket? Est-ce qu'ils t'ont poussé à persévérer dans le basket? Non, ni l'un ni l'autre n'ont fait de basket professionnellement ou même un sport professionnellement. Par contre, bon, à l'armée, c'est vrai que le sport est présent au quotidien. Et je me rappelle d'une phrase que mon père m'a dit. Euh, il m'a dit, quoi que tu veuilles faire, je serai avec toi, je te suivrai même jusqu'à la lune. Et ils m'ont toujours poussé, ils ont vu que c'était quelque chose que je voulais faire. Et voilà, le basket était autour de ma vie en général quotidiennement, quoi. Et derrière, ça a ouvert aussi la porte pour ma sœur, qui a aussi été, elle, au pôle espoir Île-de-France et qui a fait une carrière professionnelle et qui est dans sa reconversion maintenant. Tu as débuté ta carrière pro au Mans. Tu signes ton premier contrat en 2003. Est-ce que c'est bien ça? C'est à peu près ça, c'est ça, ouais. Ok, donc 2003. Alors, moi, j'allais justement te demander, ça fait quoi de signer un premier contrat pro dans ta ville natale? Mais du coup, tu m'as dit au début, quand tu es arrivé au Mans, en fait, tu connaissais quasiment pas. C'est ça, ouais, je connaissais pas du tout et bon, j'arrivais dans une structure professionnelle qui était bien en place et puis surtout, je suis tombé sur un directeur du centre de formation, Philippe Desnaux, qui était certes un entraîneur le week-end, mais qui était un deuxième papa pendant la semaine, quoi. Et voilà, on était dans un petit cocon familial et on était voilà, tout le monde s'occupait très bien de nous. C'est un super souvenir, le centre de formation du MSB, où j'ai pu croiser ben ouais, Philippe Amagou par exemple, Alain Kofi. On a un peu grandi et on s'est développé ensemble. Puis après, j'ai eu la chance rapidement, je pense ma deuxième année cadet, de pouvoir signer un contrat avec le MSB et de pouvoir très vite être avec les professionnels sur l'entraînement et donc avec Vincent Collet. Est-ce que tu as une petite anecdote sur lui, un moment, par exemple, qui t'a, vu que c'était tes débuts un peu chez les pros, un moment qui t'a marqué, tu vois, un truc qu'il a pu dire qui t'a marqué? On était à Limoges, donc c'était pour moi le premier match professionnel, enfin sur le banc en tout cas. Et puis le matin du match, Vincent est très précis sur le système des adversaires.
Et moi, c'était ma première séance. Enfin voilà, je suis à Beaublanc, je suis avec l'équipe professionnelle. J'étais tout excité, tout fou. Et je me rappelle que sur les systèmes des autres, on devait répéter quelle stratégie était prévue pour le soir, quoi. Et c'est quelque chose que j'avais pas emmagasiné, que j'avais pas fait attention. Et puis je savais plus quoi faire. Et je me rappelle que Vincent m'avait repris et m'avait dit attention, euh, rappelle-toi, il faut faire ci, il faut faire ça. Et j'avais été un petit peu ouais, choqué parce que je me rappelais plus, quoi. Je me disais: «Ah voilà, je suis un mauvais élève, quoi». Et puis le soir, donc on était devant au score et il m'avait fait rentrer sur la fin. Et je me rappelle que c'était Mehdi Labéry à l'époque, qui m'avait fait un truc en 1 contre 1 sympa, qui m'avait pris et j'avais réussi à le contrer quand même, mais il m'avait dit: «Rappelle-toi, lui, ce joueur-là, on t'avait dit qu'il partait à gauche». Et je m'étais fait engueuler, quoi. On avait gagné, mais je m'étais fait engueuler. Et je me rappelle qu'à partir de ce moment-là, à la fin, je lui ai dit: «Écoute Vincent, maintenant j'ai compris. Je sais, je vais écouter, je vais me concentrer et je te réciterai, toute l'équipe adverse, quoi, t'inquiète». On va parler un peu de la suite. Du coup, je me suis un peu renseigné sur, ta carrière en basket à 5. J'ai regardé, tu as joué dans, 11 clubs, différents et à chaque fois, tu restais pas plus de, 2 ans, en fait. Bah, tout simplement, pourquoi? Est-ce que c'est des choix, sportifs uniquement? Est-ce que c'est des choix, familiaux? Pourquoi tu as changé, aussi souvent de club? Et en fait, à chaque fois, j'ai signé dans des clubs où au début de l'année, c'était un bon choix parce que c'était un club d'envergure qui me correspondait, où je pouvais avoir du temps de jeu, où je pouvais avoir des responsabilités. Et puis je pense qu'à chaque fois, qu'on s'était dit avec mon agent, on l'a amené au bout. Et donc ça ouvrait les portes de clubs un peu plus prestigieux, avec un rôle un peu plus important. Tu arrives dans un endroit et puis tu dis bon voilà, qu'est-ce qu'on a à côté de nous et qu'est-ce qu'on va en faire et où est-ce qu'on va habiter et où est-ce que les enfants vont aller à l'école. Et j'ai beaucoup aimé ça en début de carrière, donc ça m'a jamais freiné de changer de club. Après, c'est vrai que en fin de carrière, et surtout quand les enfants sont arrivés, un peu de stabilité, ça a pas fait de mal, ouais. Ouais, je vois. Mais tu vois, justement, là, tu dis, qu'en gros, tu aimes bien découvrir, tu aimes bien te sentir un peu libre, tout ça et pourtant, quand tu joues au basket à 5, tu jamais parti à l'étranger. Tu as fait que des clubs, en France. Est-ce que c'est parce que l'opportunité s'est pas manifestée ou est-ce que c'est vraiment un choix de ta part, de rester, en France? J'ai joué 2 ans en Suisse. J'ai fait 2 saisons en Suisse après mes 2 premières années pro en France. Et puis, par la suite, dans ma carrière, pro B et pro A, j'aurais beaucoup aimé, aller jouer à l'étranger parce que, je pense que dans le championnat français, je pense qu'on n'évalue pas bien le niveau de nos joueurs français, que ce soit en Pro B ou en Pro A, et qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'occasions d'aller à l'étranger. Et après, il y a peu de championnats qui offrent l'assurance, en termes de sportifs et en termes de financiers, comme peut le faire la France. Ouais, je vois. Alors on va parler du basket, 3-3. Parce que là, du coup, depuis que tu as 36 ans, tu t'es consacré pleinement au basket 3-3. Mais déjà, quand tu jouais au basket, à 5, tu faisais des fois des campagnes, sur le basket 3-3 avec l'équipe de France et cetera. Oui. Est-ce que tu as eu l'opportunité de, te consacrer que au 3-3 avant? Ou ça s'est seulement fait là à 36 ans? Depuis 2012 que je fais du 3-3. J'ai plusieurs fois, été demandé, pour la fédé française, quand est-ce qu'on peut faire quelque chose professionnellement? Quand est-ce qu'on peut s'investir beaucoup plus dans le 3-3, pas seulement l'été, quoi, vraiment toute l'année. Et à chaque fois, il y avait des choses dans les tuyaux, mais ça n'a jamais abouti. C'était une frustration pour moi de jouer l'été, de faire 2, 3 mois de 3-3 et puis de après repartir au 5-5 et puis de sentir que, il manque juste un petit quelque chose pour qu'on puisse performer au plus haut niveau mondial, quoi. Donc très vite, je me rappelle d'un stage à Bordeaux en 2013 où je leur avais dit, «Proposez quelque chose, moi je fonce dedans, je lâche le 5-5 tout de suite et je ferai partie de cette équipe-là». Et ça s'était pas fait malheureusement. Mais bon, je suis très content parce que finalement la persévérance, a payé puisque maintenant, je suis joueur de cette équipe de Jeddah. Justement, on va en parler de cette équipe. Donc, Jeddah, c'est en Arabie Saoudite. Donc, on en a parlé quand tu jouais au basket à 5. Donc, tu as fait la France, tu as fait la Suisse et là, l'Arabie Saoudite. Donc, voilà, c'est carrément autre chose. Justement, comment ça s'est passé ton intégration là-bas dans ta vie sportive avec ton équipe? Je sais que tes coéquipiers sont tous de nationalités différentes en plus. C'est ça. Et du coup, comment ça s'est passé dans ta vie personnelle? Parce que voilà, c'est carrément une autre culture.
Comment ça s'est fait? Bah, encore une fois, donc j'ai eu cette proposition de contrat par, mon entraîneur actuel, contre qui j'avais joué, donc sur le circuit 3 et bah, quand il te propose un contrat, d'Arabie Saoudi enfin, pour Jeddah en Arabie Saoudite, la première chose, tu googles un peu, Jeddah, où est-ce que c'est? Qu'est-ce que enfin, où est-ce que vers quoi tu te diriges? Bah, c'est un monde qui est complètement différent, une culture qui est complètement différente. Je me plais et je m'épanouis complètement, ouais, je suis très fier de porter le maillot de Jeddah et j'essaye de leur rendre au maximum, la confiance qu'ils nous donnent, ouais. Et alors toi, tu es le 1er joueur, français à jouer dans une équipe, pro de 3-3. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vois plus ça comme une fierté ou alors tu es un peu dégoûté justement d'être le seul? Parce que du coup, ça prouve que la discipline, le 3-3 en France, c'est pas encore, hyper reconnu, quoi. Non, clairement, je suis super fier et super content d'être le seul et d'être le seul à avoir gagné, heu et un challenger et un world tour. Je suis très fier et très heureux et si c'était à refaire, je plonge plutôt 2 fois qu'1, ouais. Et tu vois, cette discipline, au final, elle a pas mal évolué avec les Jeux olympiques où, le monde entier a regardé du coup l'équipe de France féminine aux Jeux olympiques au basket 3-3, ça a plutôt été une réussite. Donc il y a une évolution, mais comment, pour toi, on pourrait encore franchir un cap? Déjà, le 3-3 au départ, c'était un sport auquel tu allais l'été pour t'amuser avec tes amis. Voilà, souvent tu récupères, 3-4 joueurs, de près de chez toi, enfin 2 ou 3 joueurs, près de chez toi, 2-3 copains. Et puis tu vas et tu fais un tournoi et puis bon, bah, tu es dans une ville sympa et après le tournoi, bah, tu profites un peu de cette ville. Maintenant, c'est olympique, c'est-à-dire que, voilà, il y a des gens, qui ont été aux Jeux olympiques et à qui ça a changé la vie, financièrement. C'est un sport qui est considéré par beaucoup de nations comme, un sport à part entière et différent du basket 5-5. Voilà, en France, encore une fois, ça reste un sport d'été. Ça reste, c'est-à-dire que ça va commencer au mois de mai et ça se termine, fin juillet. Et le reste de l'année, voilà, on compte sur les doigts de la main, les tournois, qui vont avoir lieu, quoi. Donc, je pense que la première chose, ce serait de pouvoir pratiquer le 3-3, toute l'année en France, qu'il y ait des structures solides qui puissent permettre aux joueurs de s'entraîner, de s'épanouir et puis bah, découvrir un peu plus le 3-3. La pratique simple, au quotidien, ferait qu'on évoluerait très vite en France parce qu'on a un vivier de joueurs qui est important et qui est de bonne qualité. Donc, j'ai quand même bon espoir. On va parler de l'équipe de France un petit peu. J'aimerais moi savoir, est-ce que tu retiens, un moment pareil qui t'a marqué, une compétition, vraiment que tu gardes en mémoire avec, ce maillot bleu? Bah, clairement, cette première compétition en 2012, ça me délivre un championnat du monde et une médaille d'argent au championnat du monde. Donc clairement, c'est un peu le highlight de ma carrière quand tu dis que tu as été champion du monde. Waouh, c'est chouette. Après, au-delà des médailles, au-delà du maillot que tu portes, les aventures humaines que j'ai pu passer avec chacun des membres de mon équipe, c'est ça que je retiens. C'est le chemin vers la médaille qui est pour moi intéressant et inoubliable. Et alors après, donc, on va parler un peu du tournoi de qualification olympique là, pour, justement les Jeux de Paris, parce que je l'ai dit, l'équipe de France féminine a été qualifiée, mais pas l'équipe de France masculine. Ouais, Toi, tu faisais partie des présélectionnés, c'est ça, pour disputer le TQO. c'est ça, Après, tu as pas été retenu du coup dans la sélection finale. c'est ça. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu t'y attendais ou est-ce que ça a été très, très dur à encaisser? Moi, l'équipe de France, j'ai porté le maillot en 2012, puis en 2013, je pense, pour un qualifier pour le championnat d'Europe en Roumanie. Et depuis 2013, il me semble, ou en tout cas 2012 sûr, j'ai pu reporter le maillot de l'équipe de France. Donc j'ai été présélectionné à chaque fois, parce que aussi j'étais numéro un français. Donc je pense que en termes de politique, c'était important pour eux que j'y sois. Après voilà, c'est des choix de coach. Encore une fois, pour ce TQO à Graz, je dis pas que je l'accepte, je dis pas que je le comprends, mais je le respecte. Les moins bons souvenirs que j'ai, c'est de regarder les compétitions de mon canapé et puis de regarder tous les joueurs avec que je croise là aujourd'hui, par exemple sur les finales du World Tour et qui eux sont en équipe nationale et moi qui ne le suis pas. Et j'ai pris l'habitude dans ma vie de pas me battre sur les choses que je contrôle pas. Donc advienne ce que pourra et quand je prends du plaisir et que j'arrive à être
important et performant pour mon équipe, je fonce toujours dans ce que je fais. Je vais commencer par la question de Nora qui te demande ton équipe de rêve au 3-3. C'est une super question. Parce qu'on a été se préparer avec Dusan Bulut, qui est on peut dire en anglais le GOAT, c'est le GOAT du 3-3. Et j'avais joué contre lui, j'avais perdu contre lui en Grèce pour cette médaille d'or justement. Et j'ai pu partager le terrain avec lui la semaine dernière parce qu'on avait des joueurs blessés et lui organisait donc ce camp d'entraînement pour nous. J'aimerais vraiment pouvoir jouer un jour avec lui, quoi. Et ouais, j'aimerais qu'il me montre la voie pour gagner plus de World Tour encore. Ouais. Et puis après, je choisirais mes coéquipiers de Jeddah parce que il y a quelque chose qui est important dans le 3-3, c'est de se connaître et de se connaître en dehors du terrain et de se comprendre. Et voilà, il n'y a pas mieux, pour moi, il n'y a pas mieux. Ce sont mes frères. Ouais. On va passer à la question de Thomas. Lui, il te demande si tu penses déjà à Paris 2024. Voilà, mon application avec l'équipe de France, ça a changé d'entraîneur. C'est un entraîneur qui a été mon coéquipier justement en Grèce en 2012. C'est dans un coin de la tête, c'est encore loin. Maintenant, je vais moins me préparer pour mes saisons à venir avec Jeddah. Il y a aussi la possibilité de jouer pour d'autres équipes internationales. Personne ne peut dire non, ça m'intéresse pas Paris 2024. Non, non, clairement, ça m'intéresserait forcément. Tout reste à écrire, tout reste à voir, et ça peut être une belle histoire. On va terminer avec la question de Clément. Alors lui, il se projette un peu plus loin. Il te demande si tu penses déjà à ton après-carrière. Est-ce que tu as un plan de reconversion, des idées? Et ben, le 3-3, tu sais, ça offre la possibilité de travailler justement sur son après-carrière. Le 3-3, ça donne plus de temps. Et je suis pratiquement à la naissance de mon académie 3-3, soit en France, soit en Arabie Saoudite, soit ailleurs, je ne sais pas encore. Mais clairement, j'aimerais pouvoir retransmettre. Voilà, je suis père de famille, moi. Et à partir du moment où on a des enfants, on pense à ce qu'on peut leur laisser, ce qu'on peut leur transmettre. Et c'est quelque chose que j'aimerais laisser aux gens, aux jeunes. Et puis surtout, j'aimerais pouvoir driver par la suite une équipe 3-3 et puis les apporter au plus haut niveau mondial. Intouchable. Natty Bang, Blue Jeans, celle-là j'aime beaucoup, c'est celle que j'ai écoutée le plus, je pense, ces derniers temps. Là. Mais tout ce qui est salade de quinoa et fruits, je pourrais manger des fruits toute la journée. D'ailleurs, je vais me faire à la fin de la saison là une diète de fruits pendant quelques jours. Je vais manger que des fruits. Je pense que la prochaine ville, ce sera Istanbul. L'Égypte, les pyramides d'Égypte, je voudrais voir le Taj Mahal aussi. Après une saison comme ça, aller aux Maldives et se reposer une semaine aux Maldives, c'est magnifique. Je suis allé dernièrement à Petra, en Jordanie. Ouais, sur mon Instagram, j'ai écrit The World is Mine. J'ai fait une formation en psychologie et en développement personnel. C'est quelque chose que je peux utiliser, enfin que j'utilise tous les jours dans le 3-3, parce que voilà, de vivre avec un Serbe, un coach slovène, un Saoudi et un Lituanien, il faut pouvoir être ouvert et comprendre ce qui se passe eux dans leur vie. Et après mes enfants, c'est vraiment c'est ma passion, quoi. C'est-à-dire que c'est un job à plein temps. Ça fait presque 3 mois que je les ai pas vus, donc j'ai hâte de pouvoir retourner avec eux. Mes parents, forcément, qui m'ont expliqué la vie, le sens du travail de mon père, par exemple, l'empathie et la douceur de ma maman. Après, dans mon développement personnel, j'ai pu écouter ce livre audio de Dale Carnegie qui traite beaucoup de problématiques avec pas mal d'empathie et d'amour. Voilà, j'ai fait ma formation en psychologie avec une coach qui s'appelle Karine Buisson et ouais, qui est juste magnifique. C'est un petit ange. On vit de ce que l'on obtient et on construit sa vie sur ce que l'on donne. C'est pour dire que, ok, les sociétés, les religions, les pays, les couleurs de peau, il y a toujours des cadres, il y a toujours
euh, les façons de faire dans ces cadres-là. Et, euh, et derrière tout ça, il y a juste les relations humaines qui sont à créer comme on le veut, comme chaque être le veut. Et, euh, et j'essaye de faire de chaque jour euh, un jour rempli de bonnes vibes pour tout le monde, pour tous ceux que je peux croiser. Et ben, en tout cas, Kevin, je te remercie pour ce moment passé avec toi. C'était hyper intéressant. Franchement, j'ai appris plein de trucs sur ta carrière, sur comment tu vois le basket, comment tu vois la vie, tes objectifs futurs, la transmission, le partage, tout ça, c'est vraiment super. Et j'espère que tu vas continuer à t'épanouir autant dans le 3-3, pardon, dans ta vie de Jeddah en Arabie Saoudite et que plus tard, tu vas concrétiser tous tes objectifs, toutes tes échéances qui vont venir. Merci beaucoup, c'était chouette, c'était super. Je vais te suivre encore sur ce que tu fais et si tu as besoin de quoi que ce soit tu n'hésites pas. Ouais. Super, ben merci beaucoup Kevin, merci à toi. Merci, Allez, bye bye. salut. Salut, ciao. Meeting, c'est des rencontres, du partage, de la passion. Abonnez-vous.